Cette histoire s'intitule « Ma femme a dit, je ne satisferai pas tes désirs ». Alors je lui ai montré que je ne financerai plus son style de vie luxueux, et maintenant elle supplie. Je n'aurais jamais pensé être le type de gars à écrire ce genre de message, mais me voilà, à 32 ans, en train de ramasser les morceaux de ce que je croyais être une histoire pour toujours. Je me dis que poser tout ça par écrit pourrait peut-être aider un autre pauvre type à éviter l'enfer que j'ai traversé. Petit avertissement, ça va être long. J'ai rencontré Mélissa, ma femme, 32 ans, pendant ma 3e année de community college. J'étudiais la gestion de la construction et je travaillais à temps partiel dans une scierie pour payer mes frais de scolarité. Elle, c'était cette superbe brune, en dernière année à l'université d'État, en double licence d'études féminines et de commerce. Elle était clairement hors de ma portée, mais d'une manière ou d'une autre, elle m'a remarqué quand je livrais des matériaux pour le nouveau centre étudiant en construction sur son campus. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme dès le début. Lors de notre premier rendez-vous, je l'ai emmenée dans un petit restaurant italien familial. Rien de luxueux, mais la nourriture y était incroyable. Elle a fait un commentaire sur le côté pittoresque de l'endroit, puis a passé la moitié de la soirée à parler d'un restaurant rooftop exclusif au centre-ville, où les gens importants se retrouvent pour réseauter. Mais elle riait à mes blagues, me touchait le bras en parlant, et bon sang, c'était la plus belle femme qui m'ait jamais accordé de l'attention. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Pendant cette période, elle ne parlait que de ses ambitions professionnelles, comment elle allait briser le plafond de verre et devenir une dirigeante de haut niveau. Je la soutenais à 100%. Je faisais des heures supplémentaires pour l'aider à payer ses candidatures en école de commerce, je l'écoutais répéter ses entretiens. J'étais tellement fier d'être avec quelqu'un d'aussi ambitieux, d'aussi déterminé. Après notre mariage, à 25 ans, les choses ont changé. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, comme l'eau qui érode la pierre. Ses ambitions professionnelles se sont mystérieusement transformées en goût coûteux et en absence totale d'efforts. Le premier emploi qu'elle a décroché après avoir obtenu son diplôme était celui de responsable de bureau dans une petite agence de marketing. Elle a démissionné après 3 mois parce que, selon elle, son patron ne respectait pas son potentiel et lui demandait d'effectuer des tâches trop banales pour son niveau d'éducation. Ce patron lui avait simplement demandé de préparer le café pour une réunion avec des clients. Pendant que je me tuais au travail, gravissant les échelons du simple ouvrier à chef d'équipe, puis à assistant chef de projet, Mélissa, elle, enchaînait des petits boulots de réceptionniste à temps partiel qui ne duraient jamais plus de quelques mois. Toujours la même histoire, le patron était sexiste, l'environnement était toxique, l'entreprise ne respectait pas l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pendant ce temps, je faisais plus de 60 heures par semaine, rentrant à la maison avec les muscles endoloris et de la crasse sous les ongles, malgré ma promotion à un poste de cadre. Nous avons acheté notre première maison ensemble. Enfin, techniquement, je l'ai achetée. Mon apport, mon prêt hypothécaire. C'était il y a environ 4 ans. Rien d'extravagant, juste une belle maison de 3 chambres dans un bon quartier, avec de bonnes écoles à proximité. Je voyais plus loin, peut-être des enfants un jour, tu vois. Mélissa, elle, a tout de suite commencé à parler de rénovation. Comment il fallait refaire la cuisine, parce que ce plan de travail était tellement 2010. Comment la salle de bain principale devait être entièrement refaite parce qu'elle méritait une baignoire à remous. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je me disais, bon, elle veut simplement rendre la maison plus accueillante. Mais j'ai vite compris qu'elle n'avait aucune intention de faire le moindre travail elle-même. Non, tout cela devait être fait par des professionnels, c'est-à-dire des entrepreneurs coûteux, et surtout pas par son mari, qui gère littéralement des chantiers de construction pour vivre, et aurait très bien pu s'en occuper les week-ends. Au bout de 5 ans de mariage, j'étais devenu gestionnaire de grands projets immobiliers, supervisant des budgets de plusieurs millions et des dizaines d'ouvriers. Mon salaire avait plus que doublé depuis notre mariage. Mais au lieu de voir cette amélioration financière comme une opportunité d'économiser pour l'avenir, Mélissa y voyait un budget personnel de shopping. Une journée typique se passait ainsi. Je me levais à 5 heures du matin, j'allais à la salle de sport pour un rapide entraînement, la seule chose qui m'aidait à garder un peu de calme, puis j'étais sur le chantier à 7 heures. Je passais la journée à résoudre des problèmes, à gérer les disputes entre sous-traitants, à régler des soucis de permis, et à m'assurer que les délais étaient respectés. Quand je rentrais à la maison vers 19 heures, le dos me faisait souffrir à force de marcher sur le chantier, la tête me martelait après avoir passé la journée à examiner des plans, et mes mains restaient calleuses malgré mon poste de cadre. Tout ce que je voulais, littéralement, la seule putain de chose que je voulais, c'était franchir la porte et trouver un bon repas, et une femme heureuse de me voir. À la place, je trouvais Mélissa affalée sur le canapé en cuir que j'avais payé, faisant défiler Instagram ou regardant une émission de télé-réalité sur des femmes riches, entourées de sacs de boutique où les t-shirts coûtaient plus cher que ce que certains de mes gars gagnaient en une journée. La maison était toujours en désordre. La vaisselle empilée, le linge éparpillé partout, des boîtes de plats à emporter entassées dans la poubelle. Si je demandais ce qu'il y avait pour le dîner, j'avais droit au « j'ai commandé sur DoorDash. Ça devrait t'arriver dans une trentaine de minutes. Tu peux me Venmo pour ta part. Tu as bien lu, Venmo-moi pour ta part. Laisse ça te pénétrer. » Pendant qu'elle restait assise dans une maison que je payais, portant des vêtements que j'avais achetés, avec un frigo que je remplissais, sans emploi ni revenu, elle s'attendait à ce que je lui envoie de l'argent pour ma moitié du repas à emporter qu'elle avait commandé,
parce qu'elle n'avait même pas la motivation de cuisiner. Les premières fois, je l'ai fait sans rien dire. Je lui ai transféré l'argent sans faire de remarques. J'étais trop fatigué pour me disputer. Mais à chaque fois que ça arrivait, ce nœud dans mon estomac se resserrait un peu plus. Nous avions des rapports sexuels régulièrement au début de notre mariage. Rien d'extraordinaire, mais une intimité normale, saine. Puis c'est devenu peut-être une fois par mois, toujours à ses conditions, toujours quand elle voulait quelque chose. J'ai commencé à remarquer le schéma, elle devenait soudainement plus affectueuse juste avant de me parler d'un achat coûteux qu'elle devait absolument faire. Lors des rares occasions où elle cuisinait, elle agissait comme si elle méritait une putain de médaille. J'ai passé des heures à préparer ses pâtes, Jack. C'était des pâtes en boîte avec de la sauce en pot et des boulettes surgelées, 20 minutes de travail, maximum. Pendant ce temps, ma mère, qui travaillait à temps partiel comme secrétaire dans une école, parvenait quand même à servir des repas chauds chaque soir quand j'étais enfant. Je ne dis pas que je m'attendais à une situation façon femme au foyer des années 1950. Je n'ai aucun problème à faire la cuisine ou le ménage. J'ai grandi avec 2 frères, je sais prendre soin de moi. Mais je travaillais 12 heures par jour, plus 1 heure de trajet dans chaque sens, pendant qu'elle, regardait Netflix, faisait du shopping, déjeunait avec ses amis qui, pour la plupart, vivaient au crochet de leur mari ou de leurs héritages. Le point de rupture approchait. Je ne le savais pas encore, mais il arrivait. Tout a explosé un vendredi de juillet. Je venais de conclure un énorme contrat qui me rapporterait une belle prime, on parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le projet concernait un nouveau complexe résidentiel et commercial au centre-ville, et j'avais réussi à le boucler sous budget, malgré les problèmes d'approvisionnement qui mettaient tout le monde à genoux depuis le Covid. Mon patron m'avait pris à part cet après-midi-là, m'avait serré la main et m'avait dit que j'étais envisagé pour le poste de chef de projet principal, un poste qui ferait passer mon salaire à 6 chiffres solides. J'étais euphorique sur le trajet du retour. Pour un type qui avait commencé comme simple ouvrier avec juste un diplôme d'associé, c'était énorme. Je me suis arrêté pour acheter un dessert, pensant que Mélissa et moi pourrions célébrer, peut-être nous reconnecter un peu. Peut-être que cette bonne nouvelle raviverait quelque chose entre nous, lui rappellerait l'équipe que nous avions été. Je suis rentré vers 18h30, tôt pour moi, en appelant. « Chérie, je suis là. J'ai une super nouvelle. » Je l'ai trouvée dans le salon, comme d'habitude, en train de faire défiler son téléphone. Elle a levé les yeux brièvement. « Salut, y a pas de dîner. Je ne t'attendais pas si tôt. » J'ai levé le dessert. Je me suis dit qu'on pourrait fêter ça. Le projet du centre-ville est terminé sous budget, et Philippe envisage de me promouvoir chef de projet principal. Elle a posé son téléphone. Ah, c'est bien. Et ça veut dire quoi exactement? Je lui ai expliqué la prime, la promotion potentielle, l'augmentation de salaire. Pendant que je parlais, je pouvais littéralement la voir calculer mentalement combien elle allait pouvoir dépenser en plus. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle était fière de moi. Pas une seule fois elle n'a reconnu les années de travail que ça avait représenté. Au lieu de ça, elle a répondu. C'est parfait, justement. Il y a une conférence féministe à Chicago ce week-end, un panel de discussion avec toutes les grandes figures du mouvement. Les billets coûtent environ $500, plus l'hôtel, mais avec ta prime qui arrive. Je lui ai dit. Ce week-end, j'espérais qu'on puisse fêter ça ensemble. Peut-être aller dîner chez Giovanni S. C'était le restaurant italien de notre premier rendez-vous, toujours mon préféré en ville. Elle a fait une grimace. Giovanni S. Ce resto est tellement basique. Et puis, ce panel est important pour mon réseau. Ils vont parler de l'expérience féminine moderne dans le monde de l'entreprise. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et toi, qu'est-ce que tu en sais, du monde de l'entreprise? Tu n'as pas gardé un job plus de 3 mois depuis des années. Son visage a changé immédiatement, regard noir, yeux plissés. Pardon, c'est incroyablement insensible. Tu sais à quel point l'environnement professionnel est toxique pour les femmes diplômées. Les micro-agressions, tout ça. J'ai levé les mains et posé le dessert sur la table basse. Écoute, il faut qu'on parle de la situation. Elle a roulé des yeux, exaspérée. De quoi encore? J'essaie de me détendre. De ça, ai-je dit en désignant le désordre autour de nous, de notre mariage. J'ai l'impression de tout porter, pendant que toi, tu te contentes de profiter. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu geler l'enfer. Sérieusement, tu es en train de ressortir ton discours patriarcal de femme au foyer? Je ne t'ai pas épousée pour devenir ta bonne ou ta cuisinière personnelle. Si tu veux quelqu'un pour nettoyer derrière toi, engage quelqu'un avec ton gros salaire de mâle dominant. J'ai failli m'étrangler. Ce n'est pas une question de rôle genré, Mélissa. C'est une question de partenariat. Je bosse comme un dingue toute la journée, et toi, tu ne contribues à rien. Ni argent, ni effort, ni même un minimum de reconnaissance, ne rien contribuer. Elle se redressa brusquement, les yeux flamboyants. Je contribue énormément. Moi, je gère notre vie sociale. Je nous garde connectés à des gens qui peuvent faire avancer ta carrière. Tu as la moindre idée de ce que c'est d'être une femme dans la société d'aujourd'hui. Le travail émotionnel, ça te dit quelque chose? Travail émotionnel, je l'ai coupé. J'ai des gars sur mes chantiers qui ont une famille à nourrir, qui risquent leur peau tous les jours, qui détruisent leur corps à la tâche, et pourtant, eux, ils rentrent le soir et aident leurs femmes. Ce n'est pas une question de genre. C'est juste que tu es paresseuse et égocentrique. Paresseuse? Paresseuse? Sa voix monta d'un ton.
Tu n'as aucune idée de ce que je fais de mes journées. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dehors à jouer dans la boue avec tes copains du bâtiment que je ne travaille pas. Je m'occupe de notre image, de notre statut social, notre image, ai-je ri, sans aucune trace d'humour. L'unique image que tu entretiens, c'est celle d'Instagram, où tu fais semblant d'être une boss babe pendant que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas gagné. Elle s'est levée, le visage rougi par la colère. Tu es juste menacé par une femme forte qui connaît sa valeur. Mon père ne parlerait jamais à ma mère de cette façon. Ton père est un avocat d'entreprise qui gagne 7 chiffres, et ta mère t'a élevé, toi et tes sœurs, tout en gérant une fondation caritative. Ce n'est pas exactement la même situation que la nôtre. C'était un coup bas, je le savais. Parler de sa famille riche. Il ne m'avait jamais vraiment accepté, le type en col bleu, pas assez bien pour leur princesse. Ils avaient payé notre mariage, mais en laissant bien entendre qu'à leurs yeux, Mélissa se contentait de peu. Parfois, je me demandais si elle ne pensait pas la même chose. Je n'arrive pas à croire que tu m'attaques comme ça un vendredi soir, alors que je voulais juste me détendre. C'est limite de la violence psychologique. Elle attrapa son téléphone et quitta la pièce en trombe, claquant la porte de notre chambre derrière elle. Je suis resté là, debout, dans le salon en désordre, à fixer le dessert encore fermé sur la table basse, comme une blague cruelle. J'ai attrapé un soda dans le frigo et je suis allé m'asseoir sur la terrasse, regardant la cour que j'avais moi-même aménagée les week-ends, pendant que Mélissa était à ses rendez-vous bien-être. Assis là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas une mauvaise passe. Ce n'était pas juste une sale journée. C'était ma vie. Je travaillais jusqu'à l'épuisement pour financer un train de vie qu'elle ne respectait pas, auquel elle ne participait pas, et pour lequel elle semblait même me mépriser. Pour la première fois, je me suis vraiment demandé si c'était ce que je voulais pour les 40 prochaines années. La réponse a été si claire que j'en ai eu le souffle coupé. Pas question. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Le matin, en me réveillant, Mélissa était déjà partie, sa façon passive-agressive de me punir. J'ai vu une notification de carte de crédit sur mon téléphone, 600 $ chez Nordstrom, à 8h15. Le message était limpide, tu m'as contrarié, tu vas payer. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais fini de payer. Tout le week-end, Mélissa m'a ignoré, ne rompant le silence que pour lâcher des piques passives-agressives quand elle daignait rentrer à la maison. Elle a passé la majeure partie du samedi avec ses amis, puis est revenue chargée de sacs de shopping, prenant soin de me montrer chaque étiquette de marque en montant les escaliers. Puisque tu me trouves si inutile, ça ne te dérangera pas que j'achète ces chaussures pour me remonter le moral. Puis elle me montrait l'écran de son téléphone avec une nouvelle dépense de plusieurs centaines de dollars sur ma carte de crédit. Le dimanche matin, elle a annoncé qu'elle allait bruncher avec ses amis et qu'elle ne rentrerait pas avant la fin de la journée. Elles envisageaient un spa après. Je me suis contenté d'acquiescer, déjà en train de formuler mon plan. Le truc avec la gestion de projets de construction, c'est qu'on apprend à être méthodique. On ne démolit pas un mur sans savoir ce qu'il y a derrière, ni ce qui va se passer une fois qu'il sera tombé. On évalue, on planifie, puis on exécute avec précision. C'est exactement ce que j'allais faire avec mon mariage. Pendant que Mélissa dépensait encore mon argent avec ses amis, un mélange de filles de bonne famille qui n'avaient jamais travaillé un seul jour et d'épouses vivant au crochet de leur mari tout en prêchant elle, empowerment féminin, je me suis assis à mon bureau et, pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment regardé nos finances. Ce que j'ai découvert m'a donné la nausée. Nous avions moins de 5 000 $ d'économie, malgré mon bon salaire, et plus de 30 000 $ de dettes de cartes de crédit, réparties sur 6 cartes différentes, la majorité provenant des dépenses de Mélissa, shopping, spa, et autres conneries du genre. Elle avait même ouvert une carte de crédit de magasin chez Nordstrom sans me le dire, l'avait maxée à 7500 $, et faisait des paiements minimum en puisant directement dans notre compte joint. J'ai passé en revue nos relevés bancaires des 6 derniers mois. En moyenne, Mélissa dépensait près de 6 000 $ par mois. Pourquoi? Des vêtements, des restaurants, Uber Eats, Sephora, des rendez-vous au salon, des soins bien-être, peu importe ce que c'était. Encore des vêtements. Pendant ce temps, je n'avais pas acheté de nouvelles chaussures de travail depuis 1 an, même si les miennes étaient foutues. J'utilisais encore le même vieux sac de sport que j'avais depuis la fac. Le voyage de pêche avec mon père, que je prévoyais depuis des années. Toujours repoussé parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour l'instant, chérie. Ce dimanche soir, au lieu de la confronter quand elle est rentrée à moitié ivre de son brunch vers 19h, j'ai agi. Pendant qu'elle prenait son bain, un long bain avec les boules effervescentes hors de prix que je lui avais offertes à Noël, je me suis installé avec mon ordinateur portable et j'ai pris quelques décisions financières. D'abord, j'ai transféré la majorité de notre argent commun dans un compte auquel moi seul avais accès, en laissant juste de quoi couvrir le prêt hypothécaire et les factures du mois suivant. Ensuite, j'ai annulé toutes ces cartes de crédit, sauf une, et j'y ai mis une limite hebdomadaire de 200 $. Enfin, j'ai configuré des alertes pour toute dépense supérieure à 50 $. En vérifiant notre compte téléphonique, j'ai aussi remarqué qu'elle envoyait régulièrement des messages à un numéro que je ne connaissais pas, souvent tard le soir. Je n'ai pas lu les messages. Je ne voulais pas encore. Mais j'ai mémorisé le numéro. Quand elle est sortie de son bain d'1 heure et qu'elle a regardé son téléphone, l'explosion a été nucléaire. « Qu'est-ce que t'as foutu » hurla-t-elle, débarquant dans le salon en serviette, le téléphone à la main, me montrant les notifications de refus de paiement. Mes cartes ne marchent plus. Je ne me suis même pas levé du canapé, où je regardais un match de baseball. Je l'ai simplement fixé droit dans les yeux.
J'ai ajusté tes limites de dépenses pour qu'elles correspondent à ta contribution dans cette maison. Son visage est passé par 5 expressions différentes avant de se figer sur la rage pure. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est de la violence financière. Je vais appeler l'amie de ma sœur, elle est avocate en droit des femmes. Vas-y, les yeux coupés calmement. Explique à un juge comment ton mari, qui paie toutes les factures pendant que tu claques des milliers de dollars en sac à main, te maltraite. Et tant qu'à faire, explique lui aussi pourquoi tu n'as pas gardé un emploi plus de 3 mois depuis des années. Tu es un connard de contrôleur. Un vrai homme ne traiterait pas sa femme comme ça, cracha-t-elle. Je me suis levé, la dominant de presque 30 cm. Non, un vrai homme ne laisserait plus sa femme lui marcher dessus. Tu veux vivre comme une princesse? Alors commence à contribuer comme une partenaire. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Mélissa resta sans voix. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, sans qu'aucun son en sorte. Finalement, elle fit demi-tour et retourna dans la salle de bain, claquant la porte si fort qu'un cadre tomba du mur. Cette nuit-là, elle dormit dans la chambre d'amis. Moi, j'ai dormi mieux que depuis des années. Le lendemain matin, avant de partir au travail, j'ai laissé un mot sur le plan de travail de la cuisine. J'ai établi un budget qui reflète réellement nos revenus et nos dépenses. Ta carte a une limite de 200 $ par semaine pour les dépenses personnelles. Si tu veux plus, trouve un travail. Si tu décides de contribuer à notre foyer, financièrement ou en t'occupant de la maison, on pourra en discuter. Ce n'est pas négociable. Quand je suis rentré le soir, le mot était déchiré en petits morceaux sur le comptoir. Mélissa était sortie. Elle n'est pas rentrée avant que je sois endormi. Et c'est ainsi qu'a commencé la guerre froide de notre mariage. Les semaines suivantes furent révélatrices, pour dire le moins. Privée d'accès illimité à mon argent, Mélissa montra enfin son vrai visage. Elle, qui prêchait sans cesse l'indépendance féminine et l'autonomisation sur ses réseaux sociaux. J'ai vérifié, elle continuait de poster des citations inspirantes du genre. Connais ta valeur, ne te contente jamais de moins. Mais derrière les portes closes, elle s'effondrait complètement, incapable de supporter l'idée de ne plus pouvoir acheter tout ce qu'elle voulait. Mes amis m'ont invité à un brunch chez Westfield, se plaignit Mélissa un matin, notre première vraie conversation depuis des jours. Westfield, c'était ce restaurant hors de prix du centre-ville où il facturait 30 $ pour un toast à l'avocat. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Que mon mari est trop radin pour me laisser y aller. Dis-leur ce que tu veux, répondis-je en préparant mon déjeuner pour le travail, une habitude que j'avais prise pour économiser. Ou alors, tu pourrais trouver un travail et payer ton propre brunch. Un travail, fit-elle, comme si je venais de lui suggérer de manger des cailloux. Tu sais bien ce que je pense de la nature exploiteuse du capitalisme. J'ai failli éclater de rire. C'était quand même ironique, venant d'une femme qui possédait 13 sacs de luxe différents dans notre placard. On dirait que l'exploitation ne te dérange pas quand elle t'achète de jolies choses. Juste pas quand c'est toi qui dois travailler pour les avoir. Pendant les semaines qui suivirent, elle essaya tout. Les pleurs, les cris, la culpabilisation, et même une tentative de séduction un soir, après des semaines sans contact physique. Quand rien de tout cela ne marcha, elle commença à dire aux gens que j'étais abusif, simplement parce que je lui demandais de vivre avec un budget. Ses amies féministes commencèrent à m'inonder de messages, parlant de masculinité toxique et de contrôle financier. L'une d'elles alla même jusqu'à dire que j'étais intimidé par une femme forte. J'en ai presque ri. Il n'y avait rien de fort à faire une crise parce que ton mari s'attend à ce que tu te comportes comme une adulte. Un soir, je suis rentré du travail pour trouver Mélissa et 3 de ses amies assises dans le salon, clairement en train de m'attendre. Une sorte d'intervention. Il y avait Amber, 2 fois divorcée, toujours en train de poster sur les réseaux que tous les hommes sont des ordures. Rachel, qui vivait de l'argent de ses parents tout en dirigeant un business bancal de coaching bien-être. Et Kayla, une agente immobilière à succès, mais qui trompait son mari depuis des années, un détail que Mélissa m'avait confié après quelques verres de trop, avant de me faire jurer de n'en parler à personne. Jake, commença Amber dès que j'entrais. On est inquiète pour Mélissa. Elle nous a dit que tu la contrôlais financièrement. Je posai ma boîte à lunch sur le comptoir sans même retirer mes bottes de travail. C'est une perspective intéressante, dis-je calmement. Elle a droit à son indépendance financière, ajouta Rachel. Ce que tu fais est une tactique d'abus classique. Je l'ai regardée une à une, puis je posai mon regard sur Mélissa, assise là, l'air suffisant, persuadée de m'avoir piégé. Vous savez quoi? Vous avez raison, dis-je. Mélissa mérite absolument son indépendance financière. En fait, je l'encourage. Elle devrait trouver un emploi, gagner son propre argent et le dépenser comme elle veut. C'est ça, la véritable indépendance. Kayla eut au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Ce n'est pas si simple, Jake. Le mariage, c'est un partenariat. L'argent est commun. Ah, c'est drôle, répondis-je. C'est seulement de l'argent commun quand elle le dépense. Mais quand je bosse 60 heures par semaine pour le gagner, c'est juste considéré comme normal. Dites-moi, continuai-je, si demain je décidais de quitter mon travail et de me détendre à la maison pendant que Mélissa nous faisait vivre, est-ce que vous seriez là à défendre mon droit à l'argent commun? Là, plus un mot. Un silence gênant s'installa. Mélissa prit alors la parole, la voix tremblante d'une émotion que je savais désormais fausse. Tu déformes tout, Jake. Je contribue autrement. Le travail émotionnel, par exemple? Ah oui, et c'est quoi exactement?
Ce travail émotionnel dont tu parles tout le temps. L'interrompis-je. Parce que de mon point de vue, je bosse toute la journée, je rentre, je fais à manger, je lave mon linge, et je ne reçois aucun soutien émotionnel de ta part. Alors explique-moi, à moi et à tes amis, en quoi consiste exactement ta contribution. Silence total. Lourd, gênant. Finalement, Amber se leva, attrapant son sac de créateur, probablement payé grâce à la pension de son deuxième mari. On ne va pas rester ici à te regarder abuser verbalement de notre ami. Allez, Mélissa, tu peux venir dormir chez moi ce soir. Je haussai les épaules. Pas de problème pour moi. Mais prends une valise, ton séjour risque de durer un moment. Et son petit appartement d'une chambre pourrait vite devenir étroit. Elles sortirent toutes les quatre, furieuses. Mélissa ne s'arrêta que pour attraper quelques vêtements et ses produits de beauté essentiels. Je refermai la porte derrière elle, et pour la première fois depuis des mois, j'ai savouré le calme et la paix de ma propre maison. Le véritable électrochoc arriva environ un mois plus tard. Un jour, je suis rentré plus tôt du travail, une livraison de béton avait été annulée à la dernière minute à cause d'un problème de fournisseur, et je suis tombé sur Mélissa dans notre chambre, en train de fouiller dans mon côté du placard. Elle sursauta quand j'entrai, l'air coupable à mort. Dans sa main, il y avait la montre de mon grand-père, une Omega vintage qu'il m'avait offerte avant de mourir. Elle n'avait peut-être pas une immense valeur, quelques milliers de dollars tout au plus, mais c'était le seul souvenir que j'avais de lui. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demandai-je d'une voix dangereusement calme. Elle se redressa, passant en un instant de la culpabilité à la défiance. Je la regardais juste. « Connerie, tu essayais de la prendre. » Elle leva les yeux au ciel, mais ses joues rougirent. « Très bien, j'allais la vendre sur eBay. J'avais besoin d'argent pour mon rendez-vous chez le coiffeur, et tu es complètement déraisonnable avec ce budget. J'ai une image à entretenir. » Je la fixai, sidéré. Cette femme que j'avais aimée, soutenue pendant des années, était prête à vendre un héritage familial pour se payer des mèches blondes. « Donne-moi la montre, dis-je lentement, tendant la main. Elle hésita, puis me la remit en soufflant bruyamment. « Tu es ridicule, ce n'est qu'une montre. Et toi, tu es une voleuse. Ce n'est pas qu'une montre. C'est la seule chose qui me reste de mon grand-père. Oh, pitié, ricana-t-elle. Ne sois pas si dramatique. » Cette nuit-là, je déposai la montre et tout objet de valeur dans un coffre à la banque. Allongé dans le lit de la chambre d'amis, où je dormais depuis plusieurs semaines, je compris que ce mariage était irréparable. La femme que j'avais épousée n'existait peut-être jamais, ou alors elle avait été remplacée par cette étrangère égoïste et capricieuse. Mais je n'allais pas simplement partir après toutes ces années d'exploitation. Non, si cela devait finir, ce serait à mes conditions. Au bout d'environ 6 semaines de notre nouvel arrangement financier, les fissures dans l'image parfaite de Mélissa commencèrent à se voir. Privée de ses rendez-vous au salon, ses racines repoussaient, ses ongles étaient écaillés, ses vêtements de marque tournaient en boucle, faute de pouvoir en acheter de nouveaux. Elle avait tenté de rester chez Amber, mais cela n'avait duré qu'une semaine avant qu'elle ne revienne, marmonnant qu'elles avaient besoin d'espace. J'imagine que l'hospitalité d'Amber s'arrêtait là où commençaient les additions des dîners et des soirées vins. Un soir, je l'entendis au téléphone dans la salle de bain, pensant que le bruit de la douche couvrirait sa conversation. Mais la bouche d'aération transmettait le son directement jusqu'à la chambre d'amis où je dormais désormais en permanence. « C'est tellement humiliant », chuchotait-elle, persuadée que je ne pouvais pas entendre. « Il agit comme si j'étais une croqueuse de diamants. Après tout ce que j'ai sacrifié pour ce mariage. » Je dus me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. Que avait-elle donc sacrifié? Sa carrière de chopeuse professionnelle? Non, j'ai essayé de lui parler, continua-t-elle. Il ne comprend tout simplement pas être une épouse, c'est un travail à temps plein. Le travail émotionnel à lui seul devrait être payé. Encore cette expression, le travail émotionnel. Je l'avais cherché sur Google après qu'elle me l'avait balancé la première fois. Apparemment, cela désigne le travail invisible de gestion du foyer, se souvenir des anniversaires, organiser les événements, etc. Concept valable, oui. Sauf que Mélissa ne faisait rien de tout ça. C'était moi qui me souvenais de l'anniversaire de sa mère chaque année, qui planifiait l'entretien de la chaudière, qui vérifiait qu'on ait toujours du papier toilette avant d'en manquer. Eh bien, je ne peux pas simplement partir, disait-elle encore, la voix plus basse. Je ne suis pas sur le titre de propriété de la maison, et je n'ai nulle part où aller. Mes parents ont déjà dit qu'ils ne me renfloueraient plus après toute l'histoire de la carte de crédit l'an dernier. Histoire de carte de crédit, c'était nouveau pour moi. Mais cela expliquait pourquoi ses parents avaient été si froids à Noël, lui faisant la morale sur la responsabilité financière. Je sais, poursuivit-elle. Je travaille sur lui. Il finira par céder. Les hommes comme lui cèdent toujours. Ils se sentent coupables. Je dois juste faire semblant d'être gentil un moment, lui faire croire que j'essaie. C'est là que j'ai décidé de tout documenter. Je commençais à prendre des photos de la maison avant de partir travailler et à mon retour, montrant que rien n'avait été fait. Je gardais tous les reçus pour les courses, les factures, les dépenses du foyer que je payais seul. J'enregistrais nos conversations lorsqu'elle exigeait plus d'argent tout en refusant de travailler. Mesquin, peut-être, mais quelque chose me disait que j'aurais besoin de preuves quand tout cela finirait enfin par s'effondrer. Le véritable tournant est arrivé le jour où j'ai reçu un appel de notre compagnie de cartes de crédit conjointe à propos d'une activité suspecte. Apparemment, Mélissa avait essayé de demander une nouvelle carte à mon nom. Ni plus ni moins qu'une usurpation d'identité. Quand je l'ai confrontée, elle a agi comme si j'exagérais.
Ce n'est pas comme si on n'était pas mariés, a-t-elle ricané. Ce qui est à toi est à moi, non, n'est-ce pas ce qu'on a dit dans nos vœux? J'ai aussi promis de t'aimer et de te chérir, ai-je répondu. Drôle que tu ne te souviennes que des parties qui t'arrangent. Ce soir-là, j'ai appelé un avocat. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque. Et fait transférer mon virement automatique de salaire. J'ai laissé juste assez d'argent sur notre compte commun pour payer les factures. Mais pas un centime de plus. J'ai aussi installé une petite caméra dans le salon. Pas cachée, bien en évidence, sur l'étagère à côté de notre photo de mariage. L'ironie ne m'a pas échappé. Quand Mélissa l'a remarqué et a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu franchement. C'est pour la sécurité. Je veux m'assurer qu'il ne manque plus rien dans la maison. Elle est devenue folle, hurlant à propos de la vie privée et de la confiance. Je me suis contenté de la regarder. Tu as essayé de voler mon identité pour obtenir une carte de crédit. La confiance, ça se mérite. À cette période, j'ai aussi découvert qu'elle échangeait des messages avec son ex-petit ami de la fac. Celui issu d'une famille riche que ses parents adoraient. Mais qu'il avait largué en dernière année. Beaucoup de messages sur sa misère. Sur le fait que je ne la comprenais pas. Et sur la possibilité qu'elle ait fait une erreur. Je ne l'ai pas confrontée à ce sujet. Je me suis simplement contenté d'ajouter cela à mon dossier. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà rencontré une avocate spécialisée dans les divorces conflictuels. Une vraie bulldog qui défendait les hommes dans ce genre de situation. Elle m'avait expliqué à quoi m'attendre et m'avait conseillé de continuer à documenter. Tout en mettant mes finances en ordre. La plus grosse erreur que font les hommes, m'avait-elle dit, c'est de quitter la maison avant le début de la procédure. Reste, garde des preuves, et ne fais rien qui puisse être interprété comme un abandon. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis resté, j'ai observé, j'ai documenté, et j'ai attendu que Mélissa montre son vrai visage. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 mois après le début de notre nouvel arrangement. Mélissa sembla enfin comprendre que ses tactiques ne fonctionnaient plus. Les pleurs, les accusations, la manipulation. Rien ne lui permettait de retrouver son ancien train de vie. Alors, elle essaya une nouvelle approche, la gentillesse. Soudain, elle se mit à tenter de cuisiner le dîner. Même si c'était toujours brûlé ou à peine mangeable. Elle commença à faire quelques corvées, mal, mais au moins elle essayait. Elle alla même jusqu'à tenter de relancer notre intimité. Ce que je refusais poliment. Je n'allais pas tomber dans le piège. Et honnêtement, l'idée d'être intime avec quelqu'un qui avait montré un tel visage me donnait la chair de poule. Le masque tombait chaque fois que quelque chose n'allait pas dans son sens. Comme ce jour où elle avait nettoyé la cuisine. Et où j'avais simplement souligné qu'il restait de la nourriture moisie dans le frigo. Elle avait explosé. Au moins, j'ai essayé, putain, rien n'est jamais assez bien pour toi. Pendant ce temps, moi, je reprenais ma vie en main. Je m'entraînais tous les matins à 5 heures avant le travail. J'avais perdu 7 kilos de stress. Et je commençais à redevenir moi-même. Je recontactais mes amis qu'elle m'avait éloignés parce qu'ils étaient, selon elle, en dessous de notre niveau. Mes potes du chantier, trop ouvriers, à son goût. Mon ami du lycée devenu flic. Mon cousin qui vivait dans une caravane. Mais qui était la personne la plus sincère que je connaisse? En parallèle, je préparais discrètement le divorce. Mon avocate avait tout ce qu'il fallait. Les preuves de l'irresponsabilité financière de Mélissa. Le fait qu'elle ne contribuait à rien au foyer. Les preuves de sa tentative d'usurpation d'identité. Et les textos avec son ex. Dans notre état, normalement, les biens sont partagés 50-50e. Mais mon avocate était convaincue que nous pouvions obtenir un partage inégal. Vu les circonstances. La maison, d'ailleurs, n'était qu'à mon nom. Je l'avais achetée avant notre mariage. Et bien que nous y ayons vécu ensemble. Mélissa n'avait jamais payé une seule mensualité. Mes comptes de retraite bénéficiaient du même type de protection. La dette, en revanche, serait plus compliquée. Puisque la plupart avaient été accumulés pendant le mariage. Même si c'était uniquement pour ses dépenses. Un soir, ce qui allait devenir notre dernière semaine ensemble. Mélissa s'est approchée de moi. Avec ce qui semblait être un véritable air de remords. Les larmes aux yeux, la voix tremblante, elle dit doucement, « Jake, je sais que j'ai été horrible. » Elle s'assit à côté de moi sur le canapé, pendant que je consultais mes emails de travail. « Tu avais raison sur tout. J'ai été égoïste et ingrate. J'ai profité de ton travail acharné et de ta générosité. S'il te plaît, est-ce qu'on peut réessayer? Tu me manques. Je vais trouver un travail. Je vais changer. » Pendant un bref instant, j'ai presque voulu la croire. Sa voix tremblante, ses yeux humides, tout semblait sincère. Puis j'ai remarqué son téléphone, posé face vers le haut sur la table basse, s'allumer avec une notification d'application de rencontre. Elle cherchait déjà sa prochaine source de confort. « Tu me manques aussi », ai-je dit, décidant de jouer le jeu. « Peut-être qu'on peut arranger les choses. » Le soulagement sur son visage était presque comique. Elle pensait avoir gagné. « Vraiment, oh, Jake, je suis tellement heureuse. Je te promets que tout sera différent. » Elle s'est penchée pour me prendre dans ses bras, et j'ai répondu d'une étreinte à moitié sincère. « On devrait parler de la suite », ai-je proposé. « Faire des plans concrets. » Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Absolument,
Tout ce que tu veux. Pour commencer, je pense que tu devrais chercher un emploi. Quelque chose de stable, avec des avantages si possible. Rien ne te rabaisse à ce stade. Même un poste dans la vente ou la restauration pourrait être un début. J'observais attentivement son visage. Et là, l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu un éclat de dégoût avant qu'elle ne reprenne contenance. Bien sûr, j'ai justement regardé des postes administratifs. Mon diplôme en commerce devrait m'aider. Parfait. Et on devrait aussi établir un tableau des tâches ménagères. Répartir les responsabilités équitablement. Nouveau tressaillement d'agacement. Oui, c'est logique. Même si tu sais que je ne suis pas très doué pour le ménage, je n'ai jamais vraiment appris. Je peux t'apprendre, ai-je dit avec un sourire neutre. Ce n'est pas si compliqué. Nous avons continué ainsi un moment, moi, suggérant des comportements raisonnables pour un couple, elle, acceptant à contre-cœur, tout en détestant chaque seconde. Finalement, j'ai dit que j'étais fatigué et je suis allé dans la chambre d'amis. Tu pourrais dormir dans notre chambre ce soir, proposa TL, avec un regard que j'aurais autrefois trouvé séduisant. Je pense qu'on devrait y aller doucement, ai-je répondu. Reconstruire la confiance avant de reprendre quoi que ce soit de physique. Elle hocha la tête, cachant mal sa déception. Bien sûr, comme tu veux. Quand j'ai refermé la porte derrière moi, je me suis permis un petit sourire. Elle croyait vraiment qu'elle était en train de gagner. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Ce qu'elle ignorait, c'est que je préparais simplement ma sortie. 2 jours après la touchante confession de Mélissa, j'ai pris un jour de congé. Je lui ai dit que j'avais des réunions toute la journée et que je rentrerais tard. Ne m'attends pas. Elle m'a cru, pourquoi n'aurait-elle pas? Je ne lui avais jamais menti auparavant. Elle avait prévu une virée shopping, avec la petite allocation qu'elle avait méritée en nettoyant correctement la maison pour une fois. Juste quelques basiques, avait-elle dit d'un ton faussement responsable. Rien d'extravagant. J'avais hoché la tête et ajouté un peu plus à sa limite hebdomadaire, en récompense de ses efforts. En réalité, je voulais simplement qu'elle soit absente pendant que j'exécutais la phase finale de mon plan. Une fois qu'elle eut quitté la maison, je suis passé à l'action. Les déménageurs sont arrivés à 9h précises, une équipe de 4 gars de mon chantier, ravis de se faire un peu d'argent pendant leur jour de congé. J'avais déjà préparé mes affaires personnelles au fil de la semaine, boîte par boîte, les stockant dans mon camion et les transportant vers mon nouveau logement pendant mes pauses déjeuner. Prenez seulement ce qui est marqué avec du ruban bleu, leur ai-je dit. Laissez tout le reste. J'avais tout planifié méthodiquement, ne marquant que les meubles indéniablement à moi, ceux que j'avais achetés avant le mariage ou hérités de ma famille. La grande télé du salon, elle reste. Le canapé d'angle qu'elle avait absolument voulu, elle reste aussi. Mais le fauteuil en cuir de mon père, mon établi dans le garage, mes haltères et mon vélo, tout cela partait avec moi. J'avais déjà loué un nouvel appartement près de mon chantier, payé 3 mois d'avance avec l'argent que j'avais patiemment mis de côté. Ce n'était pas luxueux, une chambre avec balcon donnant sur un parc, mais c'était le mien. Et elle n'avait pas la moindre idée de son existence. Pendant que les déménageurs s'affairaient, j'ai fait le tour de chaque pièce une dernière fois, pour m'assurer de n'avoir rien oublié d'important. Dans notre chambre, j'ai ouvert le placard et observé les vêtements qu'elle avait choisis pour moi au fil des années, des chemises de marque dans lesquelles je ne me sentais jamais à l'aise, des chaussures hors de prix qui me blessaient les pieds. Je les ai toutes laissées derrière moi. À midi, les déménageurs avaient terminé de charger le camion. J'ai fait une dernière visite de la maison, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Cette année de ma vie ici, pas que de mauvais souvenirs. Il y avait eu de bons moments aussi, surtout au début. Mais il était temps de partir. Dans la cuisine, j'ai laissé 3 choses sur le comptoir, les papiers du divorce déjà signés de ma main, une clé USB contenant toutes les preuves de son comportement, et une lettre expliquant exactement pourquoi notre mariage avait échoué. La lettre n'était ni pleine de colère, ni de vengeance. Elle était sobre, factuelle, décrivant comment ses actes, ses attitudes et ses choix avaient progressivement détruit ce que nous avions construit. Je l'ai terminée en lui souhaitant le meilleur, en espérant qu'elle trouverait enfin ce qu'elle cherchait. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard aux photos de notre mariage, toujours posées sur l'étagère du salon. Nous avions l'air si heureux, si plein d'espoir. Que s'était-il passé entre ces deux-là? Secouant la tête, j'ai posé ma clé de maison et mon alliance à côté des papiers du divorce, puis j'ai fermé la porte derrière moi. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, suis monté dans mon camion, et j'ai conduit jusqu'à la cabane de mon pote Mike, à 3 heures de route au nord. Mike me l'avait proposé comme refuge quand je lui avais expliqué la situation. Tu auras besoin de souffler, mec, m'avait-il dit, d'un endroit où elle ne pourra pas te retrouver tout de suite. Il avait raison. J'ai passé le week-end à pêcher sur le lac, à boire des bières autour du feu, et à dormir mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pas de réseaux sociaux, pas de textos, pas d'appels, juste la paix, et la certitude que j'avais repris le contrôle de ma vie. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone le dimanche soir, j'avais 87 appels manqués, 134 messages, et 23 messages vocaux, tous de Mélissa et de ses amis. J'en ai écouté un seul, où elle sanglotait sans pouvoir s'arrêter. « Jake, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai plus rien. Le propriétaire dit que j'ai 30 jours pour partir, parce que ton nom est sur le bail et que tu l'as résilié. Je ne peux pas payer ce logement. Rappelle-moi, je t'en supplie. Tu vois, la maison où nous vivions, je ne l'avais pas achetée, contrairement à ce qu'elle racontait à ses amis. Je la louais, tout en mettant de l'argent de côté pour un vrai achat un jour. Une maison que,
je le réalisais maintenant, je n'aurais jamais partagé avec elle. Le propriétaire, un homme âgé très compréhensif, avait accepté de mettre fin au bail plus tôt, mais de laisser à Mélissa 30 jours pour trouver un autre logement. J'ai fait défiler quelques-uns de ces messages, chacun plus désespéré que le précédent. « Jake, s'il te plaît, réponds-moi. Où es-tu? Tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Dis-moi au moins où sont mes affaires. Tu crois vraiment que je parlais avec Brad? Ce n'est pas ce que tu crois. Je vais appeler la police si tu ne réponds pas. Le propriétaire est passé et dit qu'on est expulsé. Qu'est-ce que tu as fait? Mon avocate dit que ce que tu fais est illégal. S'il te plaît, Jake, je n'ai nulle part où aller. » Les messages de ses amis étaient pires, remplis de menaces et d'insultes. Espèce de lâche pathétique. On va te dénoncer pour violence conjugale. Tu vas le regretter quand on en aura fini avec toi. Un vrai homme n'abandonne pas sa femme. On a toujours su que tu n'étais pas à la hauteur pour elle. Je les ai toutes bloquées, une par une. Puis j'ai envoyé un texto à mon avocate. C'est fait. Elle a trouvé les papiers. Attendez-vous à ce qu'elle vous contacte demain. Au cours de la semaine suivante, les messages de numéros inconnus, elle utilisait les téléphones de ses amis après que je les avais bloqués, sont passés du désespoir aux menaces, puis sont revenus à la supplication. Ses amis féministes ont cessé de me contacter après que mon avocate leur a envoyé des lettres de mise en demeure. Apparemment, leur courage s'évaporait face à de véritables conséquences juridiques. Le dernier message est arrivé 2 semaines après mon départ. Il était différent des autres. « Jake, je comprends maintenant. J'ai vraiment tout gâché. Tu avais raison sur tout. J'ai postulé à 3 emplois cette semaine. Je loge chez Amber, mais elle commence déjà à me dire qu'il faut que je participe au loyer. Je n'avais jamais réalisé tout ce que tu faisais pour moi. Je t'ai pris pour acquis, et je suis tellement désolé. Si tu pouvais juste m'aider un peu, le temps que je me remette sur pied. Peut-être me prêter de quoi payer la caution pour un petit appartement. Je te rembourserai, je te le promets. J'ai compris la leçon. » J'ai finalement répondu par un seul message. « On dirait que tu découvres enfin la réalité d'être un adulte indépendant. Félicitations pour cette croissance personnelle. Le divorce sera finalisé dans 60 jours. Ne me contacte plus. » Ensuite, j'ai bloqué son numéro pour de bon. Les conséquences se sont déroulées comme prévu. Mon avocate a été incroyable, utilisant la pile de preuves que j'avais rassemblées pour contrer toutes les réclamations de l'avocat embauché à la hâte par Mélissa. Ils ont essayé de soutenir qu'elle méritait la moitié de tout parce qu'elle avait soutenu ma carrière et entretenu notre maison. Le juge a littéralement ri lorsque nous avons présenté les photos de l'état de la maison et la preuve qu'elle avait dépensé plus en salon de beauté en un an qu'elle n'avait contribué à notre foyer et à notre mariage tout entier. Au final, nous avons trouvé un accord. J'ai pris la dette qu'elle avait accumulée, environ 25 000 $ après que j'en ai remboursé une partie. En échange, elle a renoncé à toute réclamation sur mes comptes de retraite et mes revenus futurs. Elle a pu conserver sa voiture, que j'avais payée mais mise à son nom, ses vêtements et certains meubles. Moi, j'ai retrouvé ma liberté. Ça fait maintenant 6 mois. Le divorce a été finalisé plus rapidement que prévu. Apparemment, quand on a des preuves de tentative de vol d'identité, les juges sont moins sympathiques aux revendications de la moitié de tout. J'ai acheté une petite maison près de mon chantier. Rien de luxueux, juste un ranch de 2 chambres sur un quart d'acre. Mais c'est la mienne, payée avec le bonus que j'ai enfin reçu et un apport que j'avais secrètement économisé pendant des années. Elle est toujours propre, paisible. Pas de coussin de designer, pas de panneaux, live, log, love, juste des meubles confortables et la liberté de laisser mes bottes de travail où je veux. Je sors de nouveau, de façon casuale, rien de sérieux. J'ai rencontré une infirmière nommée Sarah lors d'un barbecue chez mon pote. Elle fait des horaires de 12 heures à l'hôpital, s'est changé son huile elle-même, et a proposé de partager l'addition dès notre premier rendez-vous. J'ai presque tombé de ma chaise quand elle a fait ça.